Il y a 90 ans, il est devenu prix Goncourt en 1933 pour son livre La condition humaine. Et à cette occasion, bien de nombreux ouvrages font focus en ce moment sur André Malraux, comme ce livre, L'homme qui osait ses rêves, par Guillaume Villemot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en plateau. D'abord, dès le début du livre, pourquoi vous comparez André Malraux à Corto Maltese, à Tintin ou à Indiana Jones ? Parce que finalement, il est l'incarnation de ces trois personnages-là. C'est-à-dire qu'il a été un aventurier comme a pu l'être Indiana Jones. C'est-à-dire qu'il a eu ce côté archéologue. Il est allé à Angkor, à côté d'Angkor, pour aller se servir un petit peu et en même temps faire rayonner l'art qu'on pouvait y trouver là-bas. Comme Tintin, il est allé au Tibet. Il est allé parcourir des aventures comme les cigares du pharaon également. Et comme Corto Maltese, il a survolé les Éthiopiques, ou en tout cas, il est allé à la recherche de la capitale de la reine de Saba, dans une expédition qui se passe dans les années 30, dans des conditions absolument dantesques. Mais il a ce côté-là, Malraux, il a ce côté personnage capable de tout, d'oser tous ses rêves et de les transformer en réalité. Et on va revenir dans le détail tout à l'heure, mais il y a cet aspect-là, c'est sa capacité de persuasion qui sort concernant André Malraux. Oui, il était capable de convaincre tout le monde. Il a été capable de convaincre des gens dans son entourage personnel. Il a été capable de convaincre le général de Gaulle, mais il a aussi été capable de convaincre quelqu'un comme Nixon. Avant que Nixon n'aille faire son premier voyage en Chine et rencontre Mao, il ira demander à Malraux de lui parler de Mao, personnage que Malraux connaît pas plus que ça, mais c'est la force de Malraux, et cette force de conviction, il l'aura aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il décidera tardivement, en août 44, de rejoindre les maquis, et qu'il ira fédérer des maquis qui, eux, combattent depuis le début de la guerre, mais il ira les fédérer simplement sur sa capacité à aller convaincre. On va y aller petit à petit, mais il avait quand même aussi de nombreux handicaps, syndrome de Gilles de la Tourette, il abandonne l'école à 17 ans, il est autodidacte. Alors il y a des mots qui le caractérisent tout au long du livre, farfelu, menteur. C'est comme ça qu'il s'est frayé un chemin dans la vie, à être farfelu, à être menteur. Ouais, alors farfelu, mais c'est dans le sens italien du terme, c'est le farfalle, c'est-à-dire que c'est le papillon, c'est celui qui voltige, celui qui va chercher le meilleur de partout. Ça, c'est sa grande force. Il s'adapte alors. Il s'adapte, il est curieux de tout. Ça, c'est la grande force de Malraux. Et menteur, oui, parce qu'il est capable d'aller... mais c'est ce qu'il dit lui-même dans ses anti-mémoires. Et c'est pour ça qu'il ne publie pas des mémoires, mais des anti-mémoires. C'est-à-dire qu'il est dans cette logique d'aller raconter sa propre histoire et d'y croire tellement qu'elle devient une réalité pour tous. On va s'arrêter sur certaines de ses aventures et mésaventures. Il épouse une femme très riche, il gère très mal le patrimoine, le couple est ruiné. Derrière, il y a cette mission archéologique. Vous en avez parlé dans la région d'Angkor au Cambodge. Il y va pour de très mauvaises raisons. Expliquez-nous. Ça se passe mal, en fait. C'est-à-dire qu'il a perdu tout l'argent de son épouse en faisant des investissements qui ne pouvaient être qu'à la hauteur de ce que Malraux pouvait faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas investir dans des mines dans le nord de la France, il va investir dans des mines au Mexique qui disparaissent, et donc il est ruiné. Mais il explique qu'à sa femme, qui quand même est un peu contrariée par cette perte de fortune, il dit mais c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Et il lui dit mais aujourd'hui finalement l'art khmer est un art qui est important et qui plaît. Aux États-Unis, les gens sont prêts à acheter et à payer cher. Donc il va convaincre les gens du musée Guimet qu'il veut mener une mission archéologique, parce qu'il a quand même besoin d'une espèce de coup de tampon et d'une validation qui lui fasse ouvrir quelques portes, et ils partent faire une expédition, et ils montent ça vraiment, je vous dis, comme une expédition, comme aurait pu monter Indiana Jones plus tard, et ils vont... Donc il faut s'imaginer ces trois personnages, Clara Malraux et un troisième personnage, ils partent ensemble, et ils vont au milieu de la jungle, et là, avec des scies, ils vont découper des statues d'un des temples qu'ils retrouvent, et ils vont les embarquer dans des caisses. Bien entendu, ils sont tout sauf discrets. Bien entendu, ils se font arrêter, heureusement. Et là, ils disent, mais presque c'est pas nous, quoi. C'est là où il est extraordinaire. Il est condamné lourdement, puisqu'il est condamné à 3 ans de prison et à rester en résidence sur place. Et il envoie Clara en France en disant à Clara, mais non, c'est pas possible. Ce qu'on a fait est absolument utile pour le monde et pour la société. Fait en sorte qu'on nous libère, va mobiliser l'intelligentsia intellectuelle parisienne, et donc il va à Paris, il va voir Gaston Gallimard, il va voir André Breton, il va voir Gide, il va voir tous ces personnages aujourd'hui qui font partie du panthéon littéraire français, et elle va réussir à les convaincre que la mission de Malraux était une mission salvatrice et culturelle. Ouais. Et donc ils vont signer une des premières pétitions de libération d'un intellectuel français, et le procès sera révisé, et il sera condamné avec sursis, et il pourra revenir
Mais il retournera parce qu'il aura pris conscience pendant cette période-là, et c'est ça là aussi la force de Malraux, c'est de prendre conscience de la situation des pays. Et donc il va être un des premiers à prendre fait et cause contre les dégâts de la colonisation, et il va s'engager à ce moment-là pour faire connaître justement les méfaits de la colonisation dans cette partie-là du monde. Autre aventure, après le Goncourt, il participe à la guerre civile espagnole contre Franco. Il se donne même le titre de colonel pour être sur le terrain. En quoi cette expérience va aussi le changer ? Il y va par conviction, c'est-à-dire que son premier vrai engagement politique, c'est au moment où les nazis font brûler le Reichstag en Allemagne, et il va essayer avec Gide de faire libérer des gens qui ont été arrêtés par le régime nazi et qui prétendent que c'est des communistes qui ont mis le feu au Reichstag, etc. Donc il a cette conviction que d'abord, un monde ne peut pas vivre sans liberté et sans respect les uns des autres. Donc quand la guerre d'Espagne commence, quand Franco commence à gagner ses victoires les unes derrière les autres, et qu'il sent le régime républicain très en retrait, il décide de s'engager. Et il va mobiliser toute une armée autour de lui. C'est-à-dire qu'il va aller à l'époque rencontrer le directeur de cabinet du ministre de l'Air, qui est Jean Moulin, à qui il va réussir à demander quelques avions pour pouvoir aller s'engager là-bas. Et il part. Et il part effectivement. Il se crée un titre, il se crée un grade, donc colonel, et il va s'engager. Mais il est tellement farfelu au sens virevoltant dans tous les sens, qu'il y a un passage que je trouve très drôle, c'est le chef d'état-major des armées qui dit il y a deux solutions. Soit je le fusille, soit vous nous l'enlevez, parce qu'il est ingérable. Et il va partir aux États-Unis, et aux États-Unis, il va faire de la collecte de fonds pour venir en aide à la République espagnole. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, même le fait qu'il soit devenu un homme politique et que l'aventurier en lui soit toujours là, malgré le fait d'être homme politique. Pour aller plus loin, écoutez, on invite les gens à regarder et à voir ce livre, à le lire, L'homme qui osait ses rêves, André Malraux, paru en France aux éditions Baker Street. Merci Guillaume Delismeaux d'être passé par le journal de TV5 Monde.